Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir à l'IRIS ou en visio pour celles et ceux qui nous suivent à distance pour cette table ronde qui est consacrée à la géopolitique des données maritimes. Je suis Romane Luc et c'est moi qui aurai le plaisir d'animer nos échanges ce soir. Cette table ronde est organisée à l'occasion de la parution demain du numéro 138 de la Revue internationale et stratégique, dont le dossier thématique a été dirigé par Julia Tass, qui est à ma gauche, et dont le titre est L'océan transparent, géopolitique des données maritimes. C'est un dossier qui s'inscrit notamment dans les travaux du programme Océan de l'IRIS, qui explore les dimensions stratégiques, économiques et géopolitiques des espaces maritimes et de leurs usages. Pour ceux qui sont parmi nous, vous pourrez acheter le numéro à la sortie si ce n'est pas déjà fait. Et pour les autres, vous pourrez évidemment le commander en ligne sur le site de l'IRIS. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je voulais remercier chaleureusement le pôle publication de l'IRIS à travers les personnes de Marc Verzeroli et Justine Mingam pour leur travail sur ce dossier, ainsi que l'ensemble des autrices et auteurs qui ont contribué à ce numéro pour la qualité de leurs analyses. C'est un dossier donc qui s'inscrit plus précisément dans un contexte de mutation silencieuse mais profonde, dans un contexte de basculement qu'on observe depuis plusieurs années. Avec la montée en puissance des technologies, les espaces maritimes sont de plus en plus observés, de plus en plus mesurés et de plus en plus numérisés. Ils deviennent lisibles quasiment en temps réel, et cette lisibilité et cette visibilité transforment les dynamiques stratégiques. La donnée, qui a donc longtemps été perçue comme un outil technique, devient là également un levier de puissance, un vecteur de souveraineté et parfois même un facteur de rivalité. Donc elle redéfinit les équilibres, elle transforme les modes d'action surtout et pose de nouvelles questions de gouvernance. C'est cette montée en complexité que ce dossier propose d'explorer en interrogeant notamment les liens entre information, puissance et gouvernance en mer. Notre discussion de ce soir s'inscrit aussi dans une séquence plus large, puisqu'elle se tient à la veille de la conférence des Nations Unies sur l'océan, qui aura lieu à Nice la semaine prochaine, et dont le One Ocean Science Congress, qui a débuté aujourd'hui, marque l'ouverture des travaux. C'est donc un contexte qui est particulièrement propice pour interroger les enjeux de maîtrise, de sécurité et de gouvernance qui entourent la donnée maritime, à un moment où l'océan et les données qui en sont issues sont de plus en plus reconnus comme des éléments stratégiques. Je vous propose ce soir de structurer nos échanges en trois temps. Donc, dans un premier temps, on va faire le constat de ce qui se passe pour comprendre ce que cette numérisation change fondamentalement en mer. Dans un deuxième temps, qui sera plus opérationnel, on verra comment la France notamment structure sa réponse. Et dans un dernier temps, on consacrera les échanges aux liaisons croissantes entre le monde maritime et les écosystèmes tech et la façon dont ils sont devenus un enjeu stratégique à part entière. Avant d'entrer dans la discussion, je vais vous présenter nos intervenants. Donc, Julia Tass. Julia, tu es directrice de recherche à l'IRIS et responsable du programme Océan. Tes travaux de recherche portent sur les interactions entre océan, sécurité et climat. Tu es également référent scientifique pour l'IRIS au sein de plusieurs projets autour du maritime et des écosystèmes marins qui sont financés par l'Agence nationale de la recherche. Dans le cadre de ce dossier que tu as dirigé, tu es également autrice des articles pour une géopolitique des données maritimes et maîtriser les données pour maîtriser la mer, enjeux et échelle de la puissance maritime numérique. Amiral Marc-Antoine de Saint-Germain, vous êtes officier de marine formé à l'école navale en 1991 et vous avez embarqué plus de 20 ans à bord des navires de la Marine nationale, en particulier du porte-avions Charles de Gaulle que vous avez commandé de 2017 à 2019. Vos navigations sur l'ensemble des mers et océans du globe vous ont permis d'observer l'évolution des rapports de force dans le monde et la place des espaces maritimes pour les défis du XXIe siècle. Vous êtes actuellement vice-amiral, directeur de la transformation numérique des données et autorité de coordination pour le numérique dans la Marine nationale. Les lecteurs pourront trouver dans le numéro un grand entretien que vous nous avez accordé et que nous avons intitulé Les données maritimes, nouvel horizon géopolitique. Roland Joannick, bonsoir. Après une première expérience au CEA, vous aviez tenu plusieurs postes au sein de la Direction générale de l'armement du ministère des Armées, où vous avez notamment été en charge de programmes de navires, de systèmes de missiles et d'hélicoptères. Vous avez rejoint le secrétariat général de la mer en 2023, où vous êtes en charge de l'innovation et du domaine capacitaire, c'est-à-dire de l'ensemble des moyens que l'État déploie en mer pour assurer sa mission. Enfin, Victoria Hauser, qui est avec nous en visio. Victoria, vous êtes directrice générale de Corum Securnium, réserviste opérationnelle au commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, membre fondateur de Cyber for Tomorrow pour une filière cyber plus responsable et consultante en stratégie, conformité et sécurité globale. Vous représentez le continuum public-privé en cybersécurité, et dédiez une partie de votre temps à la recherche. Vous êtes autrice de l'article qui est intitulé Protéger les données maritimes pour protéger la souveraineté dans ce numéro. Je vous remercie tous les quatre pour votre présence et je vous propose donc qu'on commence.
Julia, c'est toi qui as dirigé ce dossier, donc je vais commencer par toi. En quoi la donnée maritime devient-elle, selon toi, aujourd'hui un enjeu géopolitique central? Et pourquoi était-il important, selon toi, d'en faire un dossier de la Revue internationale des stratégiques? Merci beaucoup, Romane. Difficile de répondre à cette question parce que tu as déjà mentionné beaucoup de choses. Déjà, je voudrais effectivement remercier tous les auteurs et autrices qui ont participé à cette réflexion, étant donné que je ne suis moi-même pas du tout spécialiste de ces enjeux, que cette question, peut-être pour revenir à la genèse de cette interrogation, elle est issue d'un finalement de travaux de recherche qui portent à la fois sur le maritime et sur les enjeux environnementaux, mais aussi sur les enjeux de défense et de sécurité. Et donc, cette question des données revenait à la fois de par mes interlocuteurs du côté défense et géopolitique et des interlocuteurs que je pouvais avoir dans le monde de l'environnement et des études environnementales. Aujourd'hui, peut-être pour ajouter quelques éléments à tes éléments de présentation, Romane, c'est un enjeu géopolitique parce que la mer est géopolitique et donc tout ce qui permet de comprendre ce qui se passe en mer est géopolitique. Et d'autant plus à mesure que finalement les champs d'application de la géopolitique un peu traditionnelle, notamment l'espace continental, est de plus en plus maîtrisé, contrôlé, encadré et que c'est dans ces espaces communs comme le cyber, l'océan, la haute mer en particulier, ou l'espace extra-atmosphérique, que l'on va pouvoir avoir des enjeux de fait accompli, par exemple, ou de stratégie hybride, où vont se jouer des signalements stratégiques. Et donc, ça rend géopolitique un espace qui pouvait l'être d'une manière différente jusqu'à présent. Et puis, le croisement, finalement, cyber, tech et maritime, il est par définition géopolitique. Et quand vous ajoutez à ça le fait qu'il y a une partie conséquente des données maritimes qui sont issues de capteurs satellitaires, vous avez quand même un trio d'espaces communs qui permettent de se poser des questions intéressantes en termes de souveraineté notamment. Euh, on a donc des chiffres qui sont assez éloquents. Quand on parle de données maritimes, on va notamment parler des données qui permettent de savoir où se situent les navires de commerce ou de pêche, où peuvent se situer des zones de navigation qui peuvent être dangereuses, donc des données météorologiques et environnementales. On va aussi avoir des données de défense et puis des données qui sont plus de l'ordre de la gouvernance, donc qui fait quoi, où et quand, où se situent telles infrastructures. Et finalement, c'est un maelstrom d'éléments qu'il faut savoir approcher. Et c'est compliqué de l'approcher quand on a des secteurs qui sont assez fragmentés, comme c'est le cas en France pour le secteur du maritime. Euh, on s'est posé la question, je dis on parce qu'on a travaillé ensemble avec Roman, Luc et Marc Verzeroli sur finalement l'architecture de ce dossier. On s'est posé la question de la manière dont on pouvait structurer le dossier. Et c'était compliqué puisqu'on fait finalement, on rassemble à la fois des spécialistes du cyber, des spécialistes du maritime, des spécialistes de la défense, des spécialistes de données environnementales. Donc, on avait une hétérogénéité d'interlocuteurs pour refléter l'hétérogénéité des données. On a opté pour trois grandes parties. Je vous dis pas que c'est les parties les plus pertinentes, mais ça nous a semblé être des parties intéressantes. La première partie, elle s'appelle Transparence. Pourquoi? Parce que le titre de cette revue, qui s'appelle Océan transparent, pose la question, une des grandes questions en fait autour des données, qui est celle de l'opacité du milieu marin. Quand on partait en mer jusqu'à présent, on partait avec très peu de liens vers la Terre et une forme de liberté des mers qui est issu d'années et d'années de navigation. Aujourd'hui, ça transforme ce paradigme. La deuxième chose, c'est que cette opacité a fait aussi référence aux sous-marins et au fait qu'on a très peu de connaissances de ce qui peut se passer dans les fonds marins. Donc, se poser la question de l'océan transparent, c'est poser une question qui est assez vertigineuse. La deuxième partie de cette revue, elle porte sur la gouvernance, puisque quand on change la manière dont on fonctionne,
l'ensemble d'un secteur eh ben, se pose la question de la manière dont les cadres de gouvernance s'adaptent. Et la troisième question, c'est une question purement géopolitique, puisqu'elle revient à se poser la question de la puissance ou des puissances, puissance maritime, puissance numérique. Voilà. Et je profite d'avoir le micro pour dire que Romane a également participé à la rédaction d'un article sur la partie environnementale dont elle est spécialiste. Merci Julia. Roland Joannick, je me tourne vers vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous travaillez au secrétariat général de la mer. Est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur ce qu'est le SGMR et nous dire ensuite comment la transformation numérique du secteur maritime y est perçue? Effectivement, je vais présenter un petit peu le SGMR parce que je suis sûr que vous connaissez moins bien que la Marine nationale, donc j'ai un petit désavantage avec, avec l'amiral sur cette question-là. Donc le SGMR, c'est une administration qui est placée auprès du Premier ministre. C'est une petite administration, nous sommes juste une vingtaine de personnes au sein du SGMR et qui est en charge en fait d'incarner la continuité de la politique maritime de la France. Politique qui se dicte dans les comités interministériels de la mer. Donc, vous savez peut-être qu'il y a eu un comité interministériel de la mer qui a eu lieu la semaine dernière à Saint-Nazaire, qui était présidé par le Premier ministre. Et donc, c'est là que se donne la politique en matière maritime. Donc, c'est le SGMR qui prépare ces CIMR, mais il ne fait pas que ça. Il a aussi en charge en fait de tout ce qui est de régalien en fait dans le domaine maritime. Donc de régalien, on entend par régalien les sujets de sécurité et de sauvegarde de la vie en mer, tout ce qui a trait à la lutte contre les trafics, trafic de stupéfiants, la lutte contre les pollutions illicites et tout le domaine de la sûreté et de la sécurité. Donc à cela, les préfets maritimes qui travaillent dans sur les différentes façades de la France rapportent au Premier ministre et donc par le biais du secrétaire général de la mer. Voilà ce que je pouvais dire sur ce qu'est le SGMR. Alors pour répondre à votre question sur la transformation numérique dans le domaine maritime, je vais expliquer peut-être pourquoi on peut parler de transformation numérique. Alors, ça s'explique à mon sens par deux facteurs. Un premier facteur, c'est l'augmentation. Alors, ça fait longtemps en fait qu'on utilise le numérique dans le domaine maritime, hein. Ça fait depuis que l'informatique existe. Néanmoins, actuellement, on vit une sorte d'accélération qui est d'abord liée au fait à l'augmentation du nombre de données qui sont à notre disposition. Alors, c'est l'augmentation du nombre de données, elle peut venir par exemple de moyens d'observation, par exemple les moyens d'observation satellitaires. Vous savez, il y a de plus en plus de constellations à basse altitude qui, par définition, passent 70% de leur temps au-dessus de la mer et donc observent ce qui se passe sur les océans et qui fournissent en fait un grand nombre de données en permanence. Donc ça, c'est pour la vision de la surface. Il y a aussi la vision dans le domaine sous-marin, mais je pense que l'amiral complétera très bien ces sujets-là. Actuellement, il y a des technologies qui permettent d'accéder à des données environnementales de ce qui se passe dans les océans. Auparavant, par exemple, les câbles sous-marins qui sont là pour faire transiter la donnée étaient des systèmes passifs. Maintenant, ces systèmes, on est capable de les utiliser comme des moyens comme des capteurs qui permettent de mesurer l'environnement, donc des bruits, des vibrations dans les océans. Donc, le, le, le monde sous-marin devient quelque part un monde sur lequel on est capable de récupérer de la donnée. Et puis un troisième exemple de cette floraison en fait, de données maritimes, c'est tout ce qui a trait aux activités portuaires. Lorsqu'un navire arrive dans un port, il y a un ensemble de documents qu'il adresse aux administrations ou aux entités avec lesquelles il va travailler quand il est dans le port, les entités logistiques, des documents vétérinaires, des documents douaniers. Il y a des transits financiers également, parce que quand une cargaison arrive dans un port, en général, il y a un transfert de propriété lié à cette cargaison. Donc l'ensemble de ces données, effectivement, enfin, forment on va dire une masse qui peut être intéressante
pour poursuivre nos missions d'action de l'État en mer. Donc ça, c'est le premier sujet, l'augmentation du nombre de données accessibles par des moyens étatiques ou que l'on peut se procurer auprès de fournisseurs privés. L'autre volet qui me semble très intéressant, c'est que ces données auparavant étaient traitées en silo. Je m'explique. Dans les, les- les- les systèmes d'information qui sont utilisés, par exemple, au sein des administrations, étaient construits sur la base d'une mission. Donc, une mission, un système d'information qui traite un ensemble de données associées à la mission en question. Actuellement, on se rend compte que le croisement de ces informations peut être une source de valeur extrêmement enrichissante. Un exemple, un navire qui arrive dans un port qui indique qu'il vient de tel autre endroit de la planète, et avec un système d'observation satellitaire, on s'est rendu compte que le navire en question ne venait pas de l'endroit en question, mais venait d'un autre port. Bon. Donc vous voyez deux sources d'informations qui sont assez différentes, une information documentaire lorsqu'il arrive dans le port, puis une information satellitaire où on observait ce navire à un autre endroit. Et là, évidemment, ça peut déclencher finalement un intérêt par rapport à par rapport à cette déclaration et par rapport à cette activité du navire. Donc, actuellement, les administrations ont à peu près une trentaine de systèmes d'information qui permettent d'assurer les fonctions comment dirais-je, de contrôle des pêches, de contrôle des pollutions, de contrôle des activités, des activités illicites. Et donc, tout le challenge consiste à venir faire travailler ces systèmes d'information les uns avec les autres pour donner une image, on va dire, qui sera vraiment très, très, très simpliste. C'est un petit peu comme lorsqu'on a inventé hein, les réseaux sociaux, en fait, hein, sur les téléphones. Vous savez, à un moment donné, on prenait nos images, nos photos de famille sur les téléphones et on avait du mal à les partager avec nos partenaires, comment dirais-je, notre famille ou nos amis. Puis on a inventé les réseaux sociaux qui permettent de faire cela très, très facilement, de manière très, très facile. Donc là, l'enjeu actuellement, il est toute proportion gardée, bien évidemment, dans le domaine maritime, de faire un petit peu ça, c'est-à-dire de faire en sorte que les informations ne restent pas enfermées dans des systèmes, mais soient bien partagées entre différents systèmes. Et ça, afin de créer de la valeur hein, et en fait de créer une information de niveau supérieur par rapport à chacune des informations élémentaires. Donc ça, c'est quelque chose que l'on observe dans le domaine de l'action de l'État en mer, de ce que sont les missions de l'État, de ce que sont les missions de l'État en mer. Mais évidemment, on va observer ça dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine environnemental, où se construisent ce que l'on appelle des jumeaux numériques de l'océan. Hein. C'est-à-dire qu'en récupérant des informations qui sont des informations d'origine satellitaire ou des informations mesurées in situ dans l'océan, on agrège en fait l'ensemble de ces informations pour réaliser un modèle numérique de l'océan. Voilà un peu de ce que je pourrais dire sur ce que c'est que la transformation numérique du monde maritime. Donc deux aspects, l'augmentation du nombre de données et d'autre part la capacité à faire parler ces systèmes et ces ensembles de données les unes avec les autres. Merci beaucoup. Je vais me tourner à présent vers Victoria Hauser. Donc, les données maritimes deviennent des actifs stratégiques. Est-ce que vous pourriez nous faire un tour d'horizon des menaces qui pèsent aujourd'hui sur ces données et des acteurs qui les ciblent? Eh bien, avec grand plaisir. C'est une fabuleuse introduction qu'a fait Monsieur Joannick pour ma partie. Effectivement, d'un point de vue risque, cybersécurité, on constate également ce passage du mode silo au mode communication des données. C'est bien évidemment ce qui crée de la valeur par l'interconnexion des données et des systèmes qui permettent de les utiliser. Et donc, ça crée pour nous en cybersécurité un élargissement de la surface d'attaque pour des pirates qui sont de plus en plus nombreux. Donc, pour introduire la réponse à cette question, j'ai souhaité vous faire la liste des cyberattaques qu'on a pu retenir ces derniers mois, mais elle était bien trop longue. Donc, je n'en ai retenu que cinq pour essayer de vous montrer un petit peu le panel
de ce qui peut faire l'objet d'une attaque. En mai 2024, la compagnie ABC Maritime a subi un rançongiciel qui a paralysé environ 750 navires pendant plusieurs heures, voire jours, et ce qui leur a causé une perte de plus de 120 millions d'euros et qui a rendu inopérants ces navires pendant un temps certain. En parallèle, on a régulièrement des attaques de ports et notamment depuis 2024, le port de Seattle, le pôle de Rijeka en Croatie et celui de Trieste en Italie, plus récemment, tout début 2025, qui n'ont pas conduit à des paralysies totales ni partielles du port, mais qui ont pu arrêter certaines activités pendant plusieurs heures et donc euh, créer un certain nombre de problèmes au niveau du trafic et puis surtout créer un préjudice auprès des compagnies maritimes et des passagers puisque des milliers de données ont été volées et ont été ensuite publiées, que ce soit des identifiants, des mots de passe ou autres, qui, pour les attaquants présents et à venir, sont une source inestimable d'informations. Donc on voit bien que ça n'est pas uniquement de l'entrave au fonctionnement, une attaque cyber, mais c'est également parfois de l'espionnage, un moyen d'influence, lorsque l'on veut faire passer une opinion en affichant un message sur des systèmes qui auraient été détournés. Euh, et ces motivations vont être complétées par de nouveaux profils d'attaquants, notamment ceux qui seraient plutôt des attaquants au service de profits commerciaux en recherche de prépositionnement stratégique ou encore des pirates qui seraient aujourd'hui attirés par l'appât du gain et qui lanceraient des attaques en vue de recevoir un gain financier en retour ou encore uniquement à des fins de défi ou d'amusement dans des groupes qui sont un peu moins structurés. Donc la typologie des attaquants dans le domaine marin et maritime est la même que dans les autres domaines. Et c'est ce qui nous amène à montrer qu'aujourd'hui, ces pirates sont de plus en plus nombreux. En plus, ils peuvent opérer depuis chez eux à travers le monde en étant structurés sous différents moyens qui sont aujourd'hui au nombre de 6, qui peuvent être sous la forme d'États qui mèneraient des attaques à des fins d'espionnage ou d'influence, qui peuvent être également des groupes issus du crime organisé ou des activistes ou terroristes en recherche de positionnement stratégique et d'idéologie, ou encore des officines spécialisées, qui là seront des groupes qui seront spécialisés dans un moyen d'attaque particulier, que peut être par exemple le rançongiciel dont on entend beaucoup parler, mais qui peuvent être d'autres types d'attaques, comme les attaques par déni de service, par exemple, qui visent à rendre inopérants des systèmes. Mais ces pirates peuvent aussi être des amateurs qui ont de plus en plus de moyens disponibles sur étagères et procurables pour quelques dizaines de dollars seulement sur le dark web, ou encore ce qu'on appellerait des malveillants pathologiques ou des profils vengeurs qui seraient en recherche de vengeance pour des raisons idéologiques, par exemple. Cette surface d'attaque est donc extrêmement étendue et la diversité des acteurs et des niveaux de maturité entre les acteurs, que ce soit des centres de recherche, des compagnies maritimes ou autres, rend encore plus complexe la sécurisation d'environnements qui n'ont pas la même culture cybersécurité. Merci beaucoup. Amiral, je me tourne vers vous. Donc, la numérisation de la colonne d'eau, donc c'est-à-dire entre le fond et la surface, euh, selon vous, est-ce qu'elle soulève des défis juridiques, stratégiques ou opérationnels pour la Marine nationale? Avant de répondre, je vais juste me permettre, puisque j'interviens en dernier, de venir apporter deux, trois éléments qui viendront compléter sur les trois interventions. Je crois que le début de l'intervention de Julieta sur les espaces communs, ça marque, enfin, il y a un maître mot dans tout ça, et la donnée, on est bien, je veux dire, l'incarnation, c'est le continuum entre des espaces. Il ne faut pas oublier que plus de 90% de nos données maritimes, enfin de nos données
que nous utilisons passent par le câble sous-marin. Et il y a une vraie géopolitique du câble sous-marin, parce qu'il y a une vraie géopolitique de la donnée avec les data centers et la façon dont transitent les données dans le monde. Et en fait, donc il faut s'intéresser à l'espace maritime parce que les câbles sous-marins sont déjà un sujet de géopolitique. Première chose. Deuxième chose, c'est que on a parlé des constellations basses. Aujourd'hui, l'espace maritime, qui était un espace effectivement assez peu connecté, le devient totalement. Et en fait, ça va permettre en fait à la dronisation des espaces, et en particulier ces espaces maritimes, de pouvoir vraiment opérer. Parce que connectivité plus drone, plus IA, fait qu'en fait, on va avoir un champ assez important d'occupation des espaces maritimes, beaucoup plus que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc c'est, voilà, deuxième remarque. Troisième remarque, juste sur la cyber. Euh, En rapport avec l'intervention à l'instant, on a créé France Cyber Maritime parce qu'en fait, c'est un vrai sujet de cyber dans le domaine maritime. Et donc, à Brest, il existe une agence sous l'égide du cluster maritime et en fait, l'ensemble des acteurs maritimes, sous l'égide enfin, sous contrôle du SGMR, le France Cyber Maritime, parce que justement, en fait, les enjeux de cyber liés à la numérisation du maritime sont un enjeu en tant que tel. Donc, trois petits éléments supplémentaires qui permettent d'illustrer en fait aujourd'hui l'explosion en fait, du sujet du numérique et en fait de la donnée tirée par l'IA dans le domaine maritime. Et j'en viens donc ensuite à ce que j'appelle ce qui se passe sous le dioptre. On parlera sans doute de la transparence de l'océan au-dessus du dioptre, c'est-à-dire aujourd'hui, pour les raisons que j'ai évoquées, que nous avons tous évoquées, le sujet en fait de ce qui faisait en fait à la fois pour nous les militaires une capacité à se cacher au-dessus de l'eau, des courses éloignées des côtes, est de moins en moins vrai. Il y aura plus en plus de gens qui verront en permanence ce qui se passe. Donc ça pose des questions. Au moment où les océans sont en train d'être plus que jamais réinvestis, il l'était par le trafic illicite, qu'on connaît depuis quand même quelques années. Il est également par les aspects réinvestissement des marines militaires pour revenir et établir des rapports de force en mer. Donc cette capacité à comprendre ce qui se passe en mer, quels que soient les acteurs, qu'ils soient étatiques, para-étatiques, licites ou illicites, sera facilitée par la transparence au-dessus de l'eau parce qu'en fait, l'espace, notamment exo-atmosphérique, a rendu possible grâce aux satellites l'observation au-dessus de l'eau également, là où ça a commencé, au-dessus de la mer. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste finalement encore de ce que j'appelle de terre vierge? J'aime bien dire, sous l'eau, c'est sans doute la dernière endroit où la dernière terre vierge où la donnée est à prendre. On a abordé les jumeaux numériques. Il y a une entreprise qui d'ailleurs qui travaille au niveau de l'Europe, mais en particulier pour le CHOM français, c'est Mercator Océan International, qui est une entreprise qui est en train de développer effectivement ce qu'on appelle un jumeau numérique des océans. Donc une modélisation en fait des océans. Le problème aujourd'hui, c'est que pour faire un jumeau numérique qui soit vraiment exploitable, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas aujourd'hui, c'est qu'il faut beaucoup de données. Or, aujourd'hui, la donnée, ce que j'appelle la colonne d'eau, on parle beaucoup aujourd'hui des fonds marins, d'aller descendre à 6000 mètres. Je vais parler de 0 à 6000 mètres. Cette ressource que j'appelle immatérielle, c'est-à-dire la donnée de la colonne d'eau, est encore aujourd'hui quasiment pas prise. Elle sera de plus en plus parce qu'en fait, la dronisation fait qu'en fait, là où accéder à des fonds, je veux dire, au-delà des 100 mètres, déjà descendre à 100 mètres, c'est compliqué. Les apnéistes descendent peut-être aujourd'hui à 120, 130 mètres. Descendre avec en plongée, on y arrive. Descendre à 300, c'est même plus compliqué. Descendre au-delà de 1000 mètres, c'était jusqu'à présent réservé à quelques pays, quelques entreprises triées sur le volet. La dronisation aujourd'hui, c'est-à-dire la mise en œuvre de robots d'une manière ou d'une autre, qui soient autonomes ou qui soient pilotés, grâce notamment à l'avènement de l'IA, fait qu'en fait, cette accession à la colonne d'eau va être de plus en plus démocratique. Et aujourd'hui, vous voyez un nombre d'entreprises, de petites startups qui explosent. Je pourrais vous engager à regarder le dernier film d'Anduril Industries, qui est un acteur absolument majeur aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est assez incroyable ce qu'on peut faire avec des drones. Donc, l'accès à la colonne d'eau va être de plus en plus simple. Donc, elle sera pour faire plein de choses, plus ou moins avouables, on va dire. Ça reste un milieu opaque qui fera qu'on pourra faire des choses qu'on ne fait pas peut-être au-dessus de l'eau. Mais surtout, ça va permettre à beaucoup de gens d'aller capter cette donnée. Et donc, effectivement, il y a 2, 3 ans, lorsqu'on était en train de réfléchir à comment on allait, comment on allait prendre le sujet des 40 ans de Montégobet, parce que j'en arrive au sujet de droit, en fait. Montégobet 82. Et donc, en 2022, en réfléchissant à qu'est-ce que Montégobet
n'avait pas prévu, c'est les sujets de la donnée, c'est les sujets du numérique. Je m'explique. Le droit de la mer, issu de Montego Bay et ce qui ensuite a évolué, c'est fondamentalement comment on réglemente l'accès aux ressources matérielles, halieutiques, fonds marins, au-dessus de l'eau, dans l'eau, mais matérielles. La question de la ressource immatérielle, celle de la donnée, aujourd'hui, n'est pas traitée, sauf sous couvert de la recherche scientifique. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi si, quand vous faites de la recherche scientifique, vous devez déclarer une activité de recherche scientifique. La question aujourd'hui de aller capter de la donnée qui n'est pas réglementée, je ne parle pas de la propriété de la donnée, juste descendre quelque chose dans une colonne d'eau par rapport aux zones aujourd'hui réglementées, qu'elles soient les zones territoriales, qu'elles soient les zones économiques, qu'elles soient la zone, enfin, bref, suivant les différentes règles, en fait, ce sujet de la donnée, de la colonne d'eau, aujourd'hui, n'est pas, n'est pas réglé au sens cette ressource en tant que ressource. La question qui effectivement est posée, c'est quand on met un glider, c'est un planeur sous-marin, dans, dans une zone en transit dans la colonne d'eau et qu'il capte de la donnée, peut-il le faire, peut-il ne pas le faire? Doit-il avoir déclaré sa activité, ne pas la déclarer? Et donc la vraie question qui se pose pour moi devant nous, et nous France particulièrement parce que nous avons le deuxième espace maritime mondial avec des capacités à pouvoir réglementer, à autoriser ou pas. Je parle essentiellement de la Z2. J'ai fait, quand j'étais plus jeune, de la lutte contre la pêche illicite au Kerguelen. Donc, c'était la légine, qui était donc, un poisson des fonds marins, 1800 mètres, 2000 mètres de profondeur. Donc, il y avait des palangriers qui mettaient, et donc, on pouvait pêcher, on peut toujours pêcher la légine si on a un permis dans la Z2 française. Donc, on allait chasser les contrebandiers qui venaient se mettre en limite de Z2 en mettant des palangres pour aller récupérer la légine, qui est le poisson des sushis asiatiques. Eh bien, on a réglé l'affaire en mettant du satellite et on a repris la main sur cette activité parce qu'elle était réglementée. La question, c'est aujourd'hui, si on met un glider pour capter de la donnée dans la colonne d'eau, est-ce qu'on considère que c'est une ressource importante, stratégique? Si oui, est-ce que le droit aujourd'hui nous permet de réglementer cette affaire-là? C'est un vrai sujet en fait, qui est devant nous, c'est largement celui de la France. Je pense que c'est des sujets dans le cadre de l'INDOC qui sont des sujets intéressants à poser. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, la question du droit effectivement posée par l'accès à la donnée de la colonne d'eau est une vraie question qui est devant nous. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train d'aller ce que j'appelle chaluter de la donnée. Voilà. On chalute du poisson, on chalutera de la donnée. C'est toujours la même histoire. À la fin, c'est si on ne sait pas ce qu'on peut faire aujourd'hui de la donnée, demain, on sait l'utiliser. C'est l'histoire des GAFAM qui, il y a 20 ans, Google a compris avant tout le monde qu'il y avait une donnée disponible sur Internet, qu'il fallait la capter et qu'ensuite on pouvait la valoriser. La question, c'est est-ce que nous considérons que la donnée issue de la colonne d'eau est une donnée à valoriser? Évidemment qu'elle l'est. Elle l'est pour trois motifs a priori. Scientifique. Aujourd'hui, quand je discute avec le patron de l'Ifremer, il en convient largement. Elle est environnementale, vu les enjeux de climat et de comportement de la masse d'eau, il y a énormément d'enjeux. Et puis elle est bien sûr stratégique, parce qu'il y a quand même des sujets qui sont aussi un peu stratégiques derrière ces histoires de données. Voilà. Merci beaucoup. Je vais revenir vers Julia. Après ces premiers échanges, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, comment la donnée redéfinit les contours de la souveraineté maritime contemporaine? Je vais revenir en fait à une question, et puis ça va me permettre de rebondir sur beaucoup de choses qui ont été dites, sur une question qui est vraiment au cœur de cette revue, la question de la puissance. Puisque la puissance, elle peut être considérée comme la capacité à agir et à faire faire, donc à imposer de différentes manières à un autre acteur ses volontés. Et une partie de la puissance maritime, elle repose sur l'information. Alors, elle repose à la fois sur l'information de l'état de la mer, par exemple, qui va nous permettre de partir, de naviguer, mais aussi de ceux qui y agissent. Et peut-être pour préciser un point que vous avez abordé, Amiral, cette question de l'opacité que j'ai mentionnée aussi, et cette question du dioptre, donc de la surface, pour ceux qui n'ont pas forcément ça en tête, il faut savoir que nous, on est entouré d'objets connectés qui
peuvent communiquer à la fois par des câbles, donc par de la fibre optique, mais aussi par des ondes à travers l'air. Et on a l'impression que c'est la même chose dans le milieu marin, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Cette opacité, en fait, elle est due à un fait physique très simple. Les ondes que l'on utilise pour communiquer entre nous dans l'air n'ont pas du tout les mêmes qualités de propagation sous l'eau. Et donc, quand on envoyait un robot télécommandé jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'il y ait cette révolution technologique des drones, on avait forcément un câble. Et donc, la capacité à aller explorer loin, en profondeur et au large, elle était limitée à finalement la capacité à communiquer avec ce robot. Aujourd'hui, avec à la fois les drones et en fait ce qui est sous-tendu dans la dronisation, c'est-à-dire les systèmes autonomes, on a la capacité de donner une mission à un système qui va la conduire en autonomie. Et il y a quand même finalement, cette question des données et cette multiplicité des données, elle est liée à cette révolution du drone. Mais je pense qu'il va y avoir une deuxième révolution qui va être celle du prix du drone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des drones donc, qui partent, avec lesquels on ne peut pas communiquer et qui vont revenir, dont les données vont nous revenir quand ils émergent et qui peuvent se mettre en communication avec des drones ou d'autres systèmes qui sont à la surface et donc là, de nouveau, pouvoir communiquer. Il y a des drones qui ne reviennent pas. Et donc la question des drones qui ne reviennent pas, c'est la question du coût de la perte d'un drone. Et aujourd'hui, ça coûte cher de perdre un drone autonome. Euh, l- Personnellement, j'imagine qu'à partir du moment où il sera suffisamment peu cher et économiquement viable de perdre des drones en mer, et donc des drones sous-marins, on va assister à une multiplicité des usages des deux zones qui aujourd'hui ne sont utilisées que par un certain nombre d'acteurs, un nombre très limité d'acteurs, même si c'est déjà plus qu'avant. C'est notamment toute cette question, finalement, à travers la question de la puissance maritime numérique, on se pose la question du socle numérique, en fait, qu'un État peut avoir pour développer ou pour sauvegarder sa souveraineté en mer. Donc, ça implique de prendre en compte de nouvelles contraintes, de nouveaux défis techniques dont on a un peu parlé. Ça implique de prendre en compte de nouvelles géographies. Victoria a mentionné le fait qu'aujourd'hui, un pirate peut attaquer depuis sa chambre, ce qui veut dire qu'être une puissance maritime, c'est pas seulement être une puissance en mer et sur les côtes, c'est aussi savoir imposer sa puissance jusque dans les terres, jusque dans les data centers et jusque dans les chambres des hackers. C'est finalement une maritimisation de la puissance maritime. Et c'est aussi créer des liens avec de nouveaux acteurs, donc des acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs maritimes et donc qui n'ont pas forcément les mêmes manières de fonctionner. Donc ça pose beaucoup de questions, mais reste central dans cette redéfinition, pour répondre à ta question, Romane, de la puissance maritime numérique, la question de l'information et de ce que la Marine nationale va appeler la supériorité informationnelle, mais que l'on peut appliquer à plein d'autres champs. Et je pense notamment à la décision de Donald Trump en début d'année de couper des fonds pour les instituts scientifiques américains et notamment l'Agence océanographique et d'études de l'atmosphère des États-Unis, qui disposait d'une quantité de données considérable et d'outils de collecte de données considérables. Est-ce qu'en fait, et ça va être intéressant de suivre l'impact que cette décision peut avoir sur la puissance maritime américaine dans quelques années. Merci Julia pour la conclusion de cette première partie. Amira, je me retourne vers vous. Donc, vous êtes en charge de la stratégie IA de la Marine nationale. En quoi la stratégie Signal sur laquelle vous allez revenir incarne-t-elle une vision plus large de la souveraineté numérique en mer? En fait, l'affaire est assez simple. J'ai commencé un peu à y répondre tout à l'heure en disant en fait les acteurs en mer sont en train de se multiplier. J'aime bien dire que finalement là on ferme actuellement une parenthèse de ce qu'on appelle la pause stratégique en mer. Moi je suis rentré en 91 dans la marine, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'était la fin de la guerre froide. Et en fait les mers ont été désertées par les marines militaires. Même les Américains ont baissé la garde et ont commencé à faire baisser la flotte. La marine soviétique était une marine puissante, a disparu. Elle était très présente dans l'océan Indien, dans le Pacifique, elle avait disparu. Pendant cette période-là, on a vu plusieurs choses monter. 2001, avec l'entrée de la Chine dans l'OMC, c'est l'accélération
des échanges entre le grenier chinois et nous, les consommateurs occidentaux. C'est la multiplication des trafics. Donc ça, c'est plutôt licite. Illicite, c'est la pêche illégale illicite, c'est le trafic d'êtres humains, c'est le narcotrafic. Tout ça a joyeusement monté. Dans l'histoire en fait de l'humanité, on s'aperçoit qu'à chaque fois que des marines militaires ont déserté, à ce moment-là, on germé des activités parce qu'il n'y avait plus de contrôle. C'est comme sur les autoroutes, qui n'ont pas de radar. Et bien, voilà. Donc, en fait, les mers ont été donc laissées livrer elles-mêmes, avec un droit de la mer qui, en 82, reste, se met en place, mais reste relativement permissif, finalement. Bon. Et ça reste une liberté de la mer. Et puis, depuis, et nous, les marins, on le voit, en fait, depuis au moins 10-15 ans, on a vu ce réarmement naval, cette réaffirmation de puissance de nations qui progressivement cherchent à se réimposer sur la scène mondiale. Je sais pas, on va pas, il y a plein de facteurs pour ça, mais en tout cas, une façon de s'exprimer et de réaffirmer sa puissance, c'est le naval. C'est l'explosion de la marine chinoise, bien sûr, mais c'est aussi les Iraniens, et les marins qu'on est. On a la chance, moi j'ai côtoyé de la marine iranienne, chinoise, enfin tous les pays qui aujourd'hui, vus d'ici, sont à la fois des pays lointains, mais qui sont vus comme menaçants. J'ai eu l'occasion, même avec le Charles de Gaulle, d'aller me confronter à ces gens-là et voir comment, parce que c'est un espace commun, parce que c'est le seul endroit où il n'y a pas de frontières, donc c'est le seul endroit où on peut marquer sa volonté, affronter volonté contre volonté, dire, passer des messages. Et ça, on voit une explosion. C'est vrai dans l'Indo-Pacifique, c'est vrai en Méditerranée. Aujourd'hui, tous les pays qui veulent se réaffirmer et sont en train de remonter leur marine militaire. Donc on a des enjeux qui se cumulent depuis 30 ans, qui sont plutôt exponentielles dans les enjeux de capacité à maîtriser ce qu'on veut, que ce soit pour nos échanges commerciaux, que ce soit pour la partie environnementale, parce que, quelles que soient les raisons. Et on a une difficulté aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas plus de moyens. Alors les Américains remontent quand même leur marine, mais en Europe, on a les moyens qu'on a. Et donc, j'en viens à la stratégie en fait, qu'on met en place depuis que l'avènement de l'IA. L'IA, en fait, ça n'est que l'aboutissement du sujet de la data, qui a commencé il y a 20 ans. J'aime bien dire finalement le sujet de la data, celui de la voiture aujourd'hui, elle dit tout de ce que ça veut dire, de la façon dont tout ça a complètement changé. Et en tout cas, aujourd'hui, on arrive, grâce à l'IA, à pouvoir se dire que on n'aura pas plus sans doute de moyens, surtout dans notre pays qui a quand même quelques difficultés aujourd'hui de dette et de financement d'un certain nombre de choses, dire, à isopérimètre de capacité physique, qu'elle soit aéroportée, qu'elle soit navale, qu'elle soit sous-marine, il faut qu'on joue sur ce que j'appelle l'intelligence des plateformes. Et la stratégie signale qui s'appelle supériorité informationnelle pour la guerre navale, par l'IA, c'est en fait tout permettre à nous marins de continuer dans ce milieu que je vous ai décrit rapidement, qui est quand même de plus en plus compliqué en fait à maîtriser, à garder ce qu'on appelle nous, cette capacité à comprendre avant l'autre son intention pour pouvoir éventuellement agir. L'histoire de la guerre navale, c'est de percevoir, enfin, détecter l'adversaire avant qu'il ne détecte et à pouvoir agir sur lui d'une manière ou d'une autre, quitte à décider de le couler, avant qu'il le fasse nous-mêmes. L'histoire de la guerre navale, c'est souvent des affrontements très brutaux et très violents. Voilà. Donc il faut toujours garder ce préavis. Ce préavis, en fait, c'est grâce à l'IA qu'on va le garder. Et en fait, tout l'enjeu pour nous, c'est de transformer nos plateformes autour de la donnée et de l'IA pour comprendre avant l'autre, dans un monde transparent au-dessus des dioptres, parce qu'en fait, la capacité aujourd'hui à se diluer pour nous, pour garder l'avantage sur l'autre est de plus en plus questionnée, à avoir des systèmes qui nous permettent, grâce au croisement de données, comme on l'a déciloté, à comprendre beaucoup plus vite, beaucoup mieux, et donc pouvoir agir derrière. Signal, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est dire finalement, c'est pour ça que je vous ai parlé de la voiture, c'est que aujourd'hui, vous apercevez que la voiture est vraiment comparable à ce qu'on va faire sur un navire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les voitures qui sont connectées, puis il y a les voitures qui ne sont pas connectées. Une voiture connectée aujourd'hui, elle vous rend l'expérience et donc la façon d'utiliser la voiture bien plus performante que celle qui ne l'est pas. En fait, la question, c'est comment on arrive dans des systèmes navals qui font qu'en fait, avec le même nombre de plateformes, en fait, on a collectivement bien plus efficace. Moi, j'aime bien dire finalement, le sujet de la donnée, c'est faire que 1 plus 1 égale 3 et pas égale 2.
Et donc, c'est le système de système, c'est l'augmentation de système. Signia, c'est vraiment aller travailler sur les architectures numériques pour demain avoir une capacité à comprendre avant l'autre ce qui est son intention. Et donc demain, on peut imaginer que la frégate située au sud de Toulon, parce qu'elle a la connectivité, parce elle accède à des données auxquelles elle n'accède pas, comprendre avant au moment où l'appareil, qu'elle a une situation worldwide, comprendre tout ce qui se passe en mer. Et ça, aujourd'hui, on sera capable de le faire si on est capable de décloisonner la donnée. Donc le sujet en fait, de la digitalisation, de la numérisation de la marine, c'est fondamentalement effectivement le sujet du décloisonnement de la donnée. Et quand on décloisonne la donnée, on met l'IA, on met les algos d'IA, et donc derrière, on est capable d'être bien meilleur. Et ça, j'ai envie de dire, c'est vrai pour tous les business, donc c'est aussi vrai pour la marine. Voilà, c'est ça et je vais juste terminer, j'aime bien dire, pour synthétiser un peu la stratégie, en fait, moi j'aime bien dire, on a tous convaincu que l'IA, ça change le business quel qu'il soit. Donc celui des marins, pareil. J'aime bien dire que c'est un tabouret, le socle du tabouret étant l'IA, donc c'est l'usage qu'on fait, dont on bénéficie. Pour que ce tabouret fonctionne, et je parle bien d'un tabouret à 3 pieds, il faut avoir ces 3 pieds qui soient équilibrés, pour pas que ce soit bancal. Il y a un pied qui est celui de la donnée, comment on accède à la donnée. Il y a un deuxième pied qui est celui de la connectivité, c'est-à-dire les tuyaux pour faire que la donnée soit partageable. Et donc, nous, en mer, on a un sujet, c'est la rupture, ce qu'on appelle terre-mer. C'est que la connectivité, ici, on ne se pose pas de questions. On a la 5G, on a les capsules, on a la fibre optique, la donnée est toujours accessible, c'est un postulat de base. En mer, la capacité à faire transiter la donnée est une question. Et là, les orbites basses sont en train d'arriver et vont régler une énorme partie de la question. Mais les orbites basses, quand on parle de Starlink, et ça, j'arrive sur mon troisième pied du tabouret, c'est que Starlink, aujourd'hui, c'est objectivement un outil du gouvernement fédéral américain. Bon, jusqu'à ce que Elon Musk quitte. Mais enfin bon, Monsieur Musk qui était dans le Doge et qui, globalement, est patron de Starlink, ça pose des questions de savoir comment la constellation Starlink est contrôlée peu ou prou par le gouvernement américain. Donc, on ne va pas passer n'importe quelle donnée dans le Starlink. Or, nous, Starlink, c'est la solution à tous nos problèmes. 10 000 satellites, couverts en permanence. Le groupe aéronaval revient de mission pendant 5 mois. Il était couvert en permanence grâce à Starlink. Le problème, c'est que la donnée secrète, on ne la passe pas dans Starlink. Et donc, ça arrive sur mon troisième pilier, c'est la cyber, c'est la sécurité de la donnée. Aujourd'hui, les enjeux, c'est de basculer sur des architectures qui sont déjà éprouvées. Là aussi, j'invente rien. Ça s'appelle le Zero Trust. Et je vais terminer là-dessus, promis, parce qu'après, j'ai trop long. Dans la cyber, et en particulier dans les armées, on a beaucoup travaillé, on travaille toujours beaucoup sur ce qu'on appelle une défense périmétrique. Et je trouve que le bon exemple, c'est celui du Louvre. Jusqu'à présent, quand on veut protéger un système, comme le Louvre, on se dit on va verrouiller les entrées du Louvre. Le problème, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de la surface numérique augmente, c'est que quand le Louvre devient la ville de Paris, voire l'île de France, juste pour parler d'une surface, c'est compliqué de verrouiller toutes les ouvertures. Et donc, en fait, le principe du Zero Trust, c'est pour pouvoir passer de la donnée dans des tuyaux qui sont de moins en moins, qui ne sont pas forcément tous sécurisés, pas tous de façon périmétrique protégés, et ben, c'est de protéger par rapport à l'actif stratégique. Donc, c'est par rapport à la Joconde. Les Zero Trust, ça consiste à dire, en fait, je vais moins mettre de protection cyber sur les entrées de du Louvre, mais en revanche, plus je vais m'approcher de la Joconde, plus je vais protéger les choses. Et en fait, à la fin, la Joconde est inatteignable. Et ce qui m'intéresse, c'est la Joconde. Ce n'est pas l'entrée du Louvre. Parce que je considère que là, c'est voilà. Et en fait, le Zero Trust, c'est dire, en fait, je vais, et qui passe par ce qu'on appelle la sécurité de la donnée, ça consiste à de plus en plus protéger la donnée, plus que les tuyaux dans lesquels on transite la donnée. Ce qui permettra de passer de plus en plus de données dans des tuyaux qui sont assez peu sécurisés. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui utilisent ces architectures Zero Trust. Google, par exemple, dit aujourd'hui, on n'utilise que ça en fonction de ce que vous utilisez. On l'utilise un peu dans notre poche déjà, hein, la donnée bancaire qu'on a dans notre poche. Lorsqu'on utilise notre téléphone, il est déclaré à la banque. On reçoit des doubles authentifications. C'est le principe de cette défense en profondeur. Donc, c'est le troisième pied de mon tabouret qui fait qu'à la fin, on peut avancer de façon cohérente sur les sujets d'IA et donc derrière d'augmentation de nos effets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous me faites une transition parfaite parce qu'on a parlé donc de collecte de la donnée, de décloisonnement d'interopérabilité, pardon, de la donnée. On va maintenant parler de protection de cette donnée. Victoria, est-ce que vous pouvez revenir sur
comment il est possible de protéger efficacement les données maritimes qui sont produites par des acteurs qui ont pourtant des niveaux de préparation qui sont très variables. Eh bien, avec grand plaisir, l'amiral a fait une bonne introduction de réponse à cette question. Euh, et ce qui va me permettre d'élargir un petit peu le spectre de la réponse au niveau global. Effectivement, il va être important de protéger nos données pour protéger notre patrimoine et donc notre souveraineté. À ce titre, il me semble réellement important d'éduquer nos utilisateurs, donc les utilisateurs de cette donnée, qu'ils soient effectivement, comme on l'a vu, au cœur d'une stratégie comme Signal, mais également au cœur d'une compagnie maritime, au cœur d'un centre de recherche ou d'un autre État, et que ça soit dans leur sphère professionnelle, mais également dans leur vie privée. Puisqu'aujourd'hui, on sait bien que le monde professionnel et le monde personnel sont de moins en moins cloisonnés par l'utilisation des smartphones et d'autres outils qui transitent entre les deux, en tout cas dans le monde civil. Et c'est probablement le point le plus important qu'il va falloir qu'on traite dans les années à venir, c'est de faire naître cette culture de la défense et de la sécurité pour faire prendre conscience du risque cyber auprès des utilisateurs qui sont aujourd'hui la porte d'entrée sur les systèmes d'information. Les chiffres dont on entend régulièrement parler disent que les cyberattaques en général arrivent, ou en tout cas à maturité et se concrétisent dans 90% des cas suite au fait d'une action utilisateur. C'est-à-dire que le système est sécurisé, néanmoins, c'est l'action de l'utilisateur qui va cliquer sur un lien malveillant, qui va installer un programme sans en connaître les tenants ou les aboutissants, qui va conduire à une cyberattaque un peu plus large. Donc cette action de sensibilisation dont nous avons de nombreux moyens en France, notamment mise en œuvre par cybermalveillance.gouv qui produit des contenus de qualité et des formations en ligne particulièrement pertinentes, va être au cœur des enjeux des années à venir, que ça soit en cybersécurité, je dirais plus classique, et puis en réponse aux enjeux d'IA, mais ça, on y reviendra juste après. Ensuite, il faut qu'on soit en capacité de renforcer nos moyens de protection en ayant des outils et des savoir-faire et de préférence qui soient souverains. Comme le disait l'amiral, il faut qu'on soit en capacité d'avoir des matériels, des ressources pour les supporter, dans lesquels nous avons confiance, et donc des outils de protection qui doivent partager les mêmes intérêts que nous. C'est pour ça qu'il est important qu'on puisse investir collectivement sur des outils français, l'émergence de technologies qui participent au zéro trust notamment, et à la sécurisation des liens, des réseaux et des systèmes pour réduire la dépendance qu'on a aujourd'hui vis-à-vis d'autres puissances dans ce secteur particulièrement stratégique. Et puis enfin, en troisième point d'attention sur la protection, je vais parler d'un risque plutôt systémique et de la chaîne de valeur de la donnée, puisqu'on l'a vu dans ce monde marin de plus en plus connecté et interconnecté, d'un point de vue technique et technico et technologique, qui nous permet de traiter ces données, ordinateurs, câbles, serveurs, etc. On a souvent des entreprises qui sont habilitées à nous fournir les moyens quand on ne peut pas les opérer nous-mêmes, parce qu'on n'a pas forcément de services dédiés, comme ça peut être le cas de la marine, du SGMR ou d'autres entreprises. Et des acteurs comme parfois les centres de recherche vont faire appel à des sous-traitants et des prestataires qui, eux, sont souvent spécialisés dans des problématiques similaires, ce qui apporte d'énormes plus-values, mais n'ont pas forcément un niveau de maturité, car ce sont de petits sous-traitants qui embarquent une cybersécurité native dans les systèmes. Donc, quelques pistes pour compléter ces premiers éléments et pour reprendre des éléments qui ont été abordés depuis le début de la conférence. Renforcer notre culture défense de la cybersécurité est aujourd'hui une priorité collective qui passe par chaque individu. Le renfort du continuum de sécurité publique-privée à travers notamment l'utilisation des réserves peut être une clé d'entrée aussi pour mutualiser nos ressources, apprendre des savoir-faire divers et variés et progresser collectivement.
encourager des initiatives comme le cluster maritime ou France Cyber Maritime qui nous font progresser collectivement, de même que les CERT qui sont des organismes qui vont être amenés à surveiller la menace dans le domaine notamment maritime, me semble indispensable pour progresser collectivement dans cette maturité cyber. Et enfin, un point qui sera un peu plus général, mais qui sera une clé de réussite de notre sécurité collective, c'est l'investissement dans l'éducation, le développement des compétences, et notamment des compétences d'analyse diverses, pour contribuer à la conservation d'esprit critique lorsqu'on a de plus en plus d'intelligence artificielle qui s'intègre dans nos métiers et qui réduit les tâches à faible valeur ajoutée. On a dans le domaine technique et notamment de la cyber des métiers qui commencent à s'orienter vers des métiers qui ne sont plus des métiers forcément de production, mais plutôt de contrôle. Or, pour être en capacité d'opérer un contrôle sur un système, il faut le maîtriser et l'avoir opéré en amont. Et je pense que ce développement et en tout cas cette conservation d'un esprit critique et d'une capacité à savoir aller chercher l'information et sourcer cette information va être crucial pour la sécurité globale de nos stratégies et puis de nos données marines et maritimes. Merci Victoria. Pour rebondir et pour revenir plus précisément sur la structuration de la réponse française à cette numérisation de l'océan, Roland Johannick, quelles sont selon vous les forces et les principales failles de la posture française sur ces sujets et comment mieux structurer la réponse française? Euh, Les, les, les forces, je dirais qu'en premier lieu, elles sont liées au patrimoine numérique dont on dispose déjà. Il faut voir que par le nombre d'heures que, que les navires dans la sphère étatique font chaque année, enfin, les navires c'est 275 000 heures en fait. Donc, où les bateaux sont à l'eau par an, un bateau de l'État. Bateaux qui en permanence acquièrent des données par les systèmes à bord desquels enfin, qui sont, par lesquels ils sont équipés. Les systèmes aéronautiques, on a 8700 heures de survol de zones maritimes. Donc là aussi, il y a toute une acquisition de données qui est disponible, qui n'est peut-être pas suffisamment exploitée, mais qui est disponible. Et il y a plusieurs centaines d'événements de sécurité, de sûreté qui sont gérés chaque année par les centres opérationnels. Donc l'ensemble de ces données, elle est disponible, elle est là. C'est ce qui forme le patrimoine numérique en fait de l'État. Lorsqu'on élargit la focale en matière de force, on a aussi une base industrielle qui est compétente dans le domaine numérique, fait qui a des atouts à faire valoir. Par exemple, dans le domaine de la robotique, où on a un certain nombre d'acteurs de premier plan dans le domaine de la robotique sous-marine ou de la robotique capable de faire des drones de surface, au moins au niveau européen. Donc ça, c'est le côté force. Dans nos failles, alors, bon, on l'a déjà dit, le numérique, globalement, ça augmente notre surface d'exposition. C'est-à-dire que on commence à avoir des problèmes là où on n'en avait pas avant. Donc il y a tout ce qui est du champ de la cybersécurité. Je ne reviendrai pas sur ce sujet-là. Mais ce n'est pas le seul domaine où le numérique crée un certain nombre de fragilités. On va avoir par exemple des problèmes de dépendance qui peuvent apparaître. Par exemple, je parlais tout à l'heure des données satellitaires. Il faut savoir que le programme Copernicus de l'Union européenne donc, a un service qui est un service dédié aux administrations, donc un service dans le domaine de la sécurité. 75% des données d'observation de la Terre, le programme Copernicus, sont des données en fait, qui sont achetées à des fournisseurs étrangers, donc américains, chinois ou d'autres nations. Donc là, on a clairement un phénomène de dépendance et d'absence d'autonomie qui peut se faire jour sur ce champ de la donnée satellitaire. Autre domaine sur lesquels on peut avoir une fragilité, c'est tout ce qui est lié à la navigation. Alors la navigation, c'est le GPS. Vous savez que donc c'est une information numérique, hein, le GPS.
Et il y a de grandes zones en fait maintenant du globe sur lesquelles l'information GPS n'est plus disponible parce qu'elle est brouillée. Donc ça, c'est ce qui arrive dans les zones de conflit, hein. Dans tout l'est de l'Europe, ce sont des phénomènes qui apparaissent et qui créent. Donc de fait, on a une dépendance vis-à-vis de cette donnée de position. Et lorsque cette donnée de position n'est plus là, eh bien, on ne sait plus faire ou on doit imaginer d'autres stratégies pour faire ça. Et puis, comment dirais-je, l'autre sujet également, qui va être lié au stockage de la donnée. Lorsque cette donnée peut avoir un caractère de sensibilité, on va la crypter. Et vous savez que émergent actuellement des technologies quantiques qui permettront à terme de décrypter en fait ces informations-là, hein. Et on voit certaines organisations, certains pays dont le leitmotiv est Store now, decrypt later. C'est-à-dire, stockons les données maintenant, et un jour ou l'autre, on sera capable de décrypter ces données et de se les approprier, de faire tourner nos algorithmes dessus. Donc tout ça, c'est des sujets qui quand même doivent être sérieusement regardés lorsque l'on veut connecter entre eux des réseaux et utiliser les données. Alors, comment mieux structurer la réponse française? Je pense que bon, déjà, on voit bien que cette question de la donnée engendre tout de suite une question de gouvernance, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rester sur des modes de fonctionnement qui ont été les nôtres jusqu'à présent, et il y a une question de gouvernance de la donnée qui se fait jour. Comment finalement on pilote toutes les capacités à récupérer de la donnée, la stocker et la faire partager. Donc ça, c'est une première question de gouvernance. Et puis enfin, il y a une question de coopération, c'est-à-dire que la coopération déjà entre la sphère étatique et la sphère privée. Donc il y a ce qui s'appelle la coopération navale volontaire, dans lequel l'État échange avec un certain nombre de compagnies maritimes des informations à caractère maritime. Donc là, informations qui sont des données finalement, donc qui peuvent être des données numériques et qui permettent, disons, de compléter notre vision de la situation maritime pour le bénéfice de l'État et également pour le bénéfice de ces compagnies maritimes. Et puis, quand je parlais de changement un peu de gouvernance, je pense qu'il y a, il y a une idée, en fait, il y a une idée qui est à faire passer. C'est que souvent, une information de faible importance pour une entité peut se révéler de grande importance pour une autre, hein. Et ce, par des recoupements ou donc, d'où la notion de partage et de partage des données. Donc, voilà, donc, cet enjeu de partage des données, comment dirais-je, il est bien connu dans le domaine scientifique, donc, avec les principes de ce qu'on appelle le principe du FAIR, F-A-I-R. Donc, ce sont les données qui sont facilement accessibles, qui sont facilement comprises, échangeables et réutilisables, hein. On doit pouvoir adapter ces principes-là à des domaines plus régaliens dans lesquels il y a une exigence qui est que la donnée ne peut pas toujours être partagée, hein. Il y a un certain nombre d'informations qui deviennent des renseignements. Donc c'est une donnée qui est, comment dirais-je, qui est protégée, qui doit appartenir à certains, qui doit être, disons, protégée dans un cadre restreint. Et donc là, il y a tout un système à la fois d'organisation et des systèmes techniques qui permettent disons, de protéger ces données. Merci beaucoup. Donc la donnée maritime cristallise des arbitrages sensibles à la fois entre souveraineté et interopérabilité, mais aussi entre transparence et confidentialité, entre sécurité nationale et coopération internationale, comme vous venez de le mentionner. Julia, je me tourne vers toi pour conclure cette deuxième partie. Est-ce que ces tensions prennent une forme particulière dans le domaine maritime, compte tenu de sa dimension partagée d'une part, de la diversité des acteurs qui sont en jeu et de la fragmentation des cadres de gouvernance? Je vais de nouveau rebondir sur ce qui a été dit, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées. Effectivement, la question se pose de cet équilibre entre partage et protection.
Notamment partage parce que donc vous avez mentionné le partage de données scientifiques. Chaque acteur a la capacité de collecter des données d'une certaine nature avec des capteurs qui peuvent se trouver dans des lieux très, très divers, donc à la fois des satellites, des bouées comme les bouées Argo ou sur les côtes. Et finalement, chaque acteur a une vision qui est relativement fragmentaire de ce qui peut se passer en mer ou de la nature, en tout cas de l'état de la mer, par exemple. D'où l'intérêt de partager des données quand il s'agit de données environnementales ou des données scientifiques. Mais cette question du partage des données, elle se pose aussi en termes géopolitiques, notamment parce qu'il y a des systèmes de géolocalisation, tels que le système AIS, qui permet de faire part de sa position lorsque l'on est un bateau. L'idée à l'origine, c'était d'éviter les collisions, notamment quand la visibilité est très faible. Donc ça permet d'assurer une sécurité maritime. L'idée de sécuriser la navigation et d'éviter des risques d'avarie ou de collision. Ce système aujourd'hui, il est généralisé. J'aurais aimé vous montrer une carte, mais je vous invite à regarder le site qui s'appelle Marine Traffic, où vous verrez les AIS de tous les navires qui décident de transmettre ces informations-là autour du monde. Donc vous pouvez suivre un peu comme pour les avions, vous avez Skyscanner ou Flight Tracker. Vous avez des sites qui permettent de se rendre compte d'où se trouvent ces navires. C'est notamment ce type de site, même si dans l'intention, c'est évidemment extrêmement louable, mais c'est ces sites qui permettent à certains acteurs, notamment les outils, de savoir peuvent se situer des navires de commerce. Ces transpondeurs, ces systèmes AIS, ils sont parfois coupés par certains acteurs. Alors évidemment, ceux qui de base ont des activités illégales ne vont pas émettre leur position, mais ça peut aussi être le cas pour des acteurs qui vont avoir des activités de pêche légales, encadrées, et puis qui vont parfois dépasser le quota de pêche, décider de dépasser leur quota de pêche, ou qui vont aller pêcher dans des zones où il n'est pas autorisé de pêcher, notamment des aires marines protégées, et qui vont couper leur signalisation et leur localisation. Et là, le fait de pouvoir recouper les données, comme ça a été dit, et de pouvoir partager les données, puisque par essence, les acteurs n'ont pas forcément accès à des données de la même nature. Donc le fait de pouvoir recouper des données de différentes natures, ça donne des indications. Vous mentionniez le fait qu'il y a des armateurs ou des bateaux qui vont déclarer une provenance et qui font en fait provenir d'ailleurs. Cette capacité à savoir ce qui se passe, et donc cette supériorité informationnelle, elle provient du recoupement des données et donc du partage. L'enjeu, c'est d'équilibrer partage et protection et partage et souveraineté. Et Victoria mentionnait cette idée de renforcer la culture de la sécurité. Je pense qu'il faut la renforcer alors auprès des utilisateurs pour renforcer la cybersécurité, mais aussi auprès des décideurs politiques qui aujourd'hui allouent une sensibilité à certaines données qui n'en ont pas forcément et au contraire qui ne vont pas percevoir la sensibilité d'autres données. Certaines données environnementales peuvent s'avérer être des données sensibles et à contrario, certaines données commerciales ou certaines données comme les AIS devraient pouvoir être partagées plus facilement. Donc il y a une vraie question de créer une culture et une forme de sensibilité à ce que peut être une donnée et constituer une donnée. Ça, ce qui rend difficile ces arbitrages, c'est à la fois l'hétérogénéité des acteurs et de la nature de la donnée, mais c'est aussi les échelles, et c'est un peu ce que je mentionnais dans l'article, dans la revue. Vous disiez tout à l'heure qu'à l'échelle française, je crois que c'est 30 systèmes différents de plateformes. Donc ça vous donne une idée, pour ceux qui travaillent dans les systèmes informatiques, dans la salle et à distance, 30 systèmes, c'est 30 capacités, c'est des langages, ça peut être des langages différents, des plateformes différentes, des formats différents. Donc c'est tout autant d'harmonisation qui représente un défi considérable. Mais 30 systèmes, c'est aussi 30 administrations ou 30 interlocuteurs différents, minimum, qu'il faut convaincre de vous faire confiance. Et la question de la confiance, elle est clé dans la question du partage. Et aujourd'hui, dans la manière dont le partage des données maritimes peut se faire, ce que l'on observe, c'est que la confiance est vraiment un facteur clé. Vous mentionniez la coopération volontaire, enfin, le programme du centre MICA, qui se situe à Brest, qui est basé sur une confiance entre opérateurs privés et État. Mais ça peut aussi être le cas d'une confiance entre États. Par exemple, vous avez des centres de fusion de la donnée maritime qui se situent dans différentes zones autour du monde. Et parfois, ces centres de fusion vont se baser sur un partage de données qui est
numérique, informatique, mais parfois la fusion de la donnée, elle passe par un opérateur humain qui va aller voir un autre opérateur humain pour lui dire j'ai repéré ce bateau ici, vérifie sur ton système. Donc ça veut dire que la confiance a une telle importance dans cette géopolitique des données maritimes que pour l'instant, dans certains lieux, on en est encore à se baser sur un échange entre personnes qui ne passent par aucun système informatique pour se dire ce que l'on a pu repérer sur ces données et qui n'est pas forcément repérable sur un autre système de données. La question de l'échelle, elle est donc centrale parce qu'on fait confiance à une échelle beaucoup plus proche de la nôtre qu'à une échelle plus importante. Donc, on va faire confiance peut-être à un même centre. La question du partage de données à un niveau institutionnel, elle est déjà un défi dans une institution même. Mais à l'échelle nationale, c'est un encore plus gros défi parce qu'il faut créer des relations de confiance entre acteurs. Et à l'échelle internationale, je vous laisse imaginer le défi que ça représente de créer des cadres de gouvernance et de confiance qui permettent de partager certaines données. On est très très loin d'y arriver aujourd'hui, mais c'est aussi tout l'intérêt de ce sujet. C'est parce que ce sont des acteurs très divers et avec des intérêts qui sont parfois complètement contradictoires que la question des relations internationales à proprement parler se pose. Merci Julia pour la conclusion de cette deuxième partie. On va passer à la dernière partie sur les relations entre le monde maritime et les écosystèmes de la tech. Je vais demander aux intervenants d'être brefs dans leurs réponses parce qu'on commence à avoir peu de temps restant. Je vais recommencer par vous, Roland Johannick. On voit émerger des initiatives comme France Cybermaritime, qui a déjà été évoquée par l'amiral tout à l'heure et par Victoria Hauser, ou des clusters régionaux. Comment peut-on faire dialoguer durablement les mondes maritimes, tech et sécurité? Voilà. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'il n'y a pas de, à mon sens, il n'y a pas de fracture culturelle entre les mondes maritimes et le monde numérique. Hein. On trouve dans la marine, on va trouver des geeks, comme on en trouve un peu partout ailleurs. Donc des gens qui sont passionnés par le domaine numérique et qui sont capables à la fois d'avoir cette vision maritime et cette vision numérique. Néanmoins, c'est quand même bien d'avoir des structures qui effectivement font parler des entités qui sont plutôt du domaine maritime et qui sont plutôt du domaine numérique. Alors, vous avez parlé des pôles de compétitivité notamment. Donc, que ce soit les pôles de compétitivité mer en Bretagne ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur, rassemblent en fait des entreprises qui sont plutôt à dominante maritime ou plutôt à dominante numérique et les font travailler ensemble sur des euh, projets de recherche et développement. Donc ça, effectivement, ce sont des initiatives qui sont intéressantes. France Cybermaritime, pour dire deux mots dessus, assemble également des entreprises qui sont du secteur maritime et ce qu'ils appellent des fournisseurs de solutions, donc des spécialistes cyber qui sont capables d'aider les entreprises du maritime qui n'auraient pas forcément cette culture de la protection cyber à se protéger face aux menaces. Donc il y a effectivement un tissu d'acteurs qui sont capables de rapprocher ces différentes origines. Euh, Tu as dit, une fois que cela étant dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent et c'est au travers des projets hein, que se font en général, que l'on fait travailler ensemble des acteurs qui viennent de milieux différents. Alors, il y a un certain nombre d'initiatives en France qui sont intéressantes à mentionner. Il y a France 2030 qui a un certain nombre d'investissements qui touchent également le domaine du numérique maritime, que ce soit à travers du domaine des grands fonds marins, avec le développement d'un certain nombre de systèmes robotisés capables d'accéder dans le domaine des fonds marins, ou également dans le domaine satellitaire, en mettant en capacité des entreprises à analyser les informations satellitaires d'origine maritime pour en faire des produits finis vers les administrations ou vers les entreprises. Il n'y a pas que les initiatives étatiques, il y a des initiatives également privées. On voit qu'un certain nombre de grands acteurs, comme GTT par exemple, ou comme CMA, CGM, ont une politique en matière numérique, une politique forte en matière numérique, parce que pour eux, ce sont des gages de croissance pour le futur. Et donc, ils agrègent autour de leur société un certain nombre d'acteurs du numérique. Et puis, je mentionne aussi également un sujet qui est le monde maritime et, comment dirais-je, traversé par une autre problématique qui est celle de la décarbonation. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que le numérique est un des outils
qui va permettre de décarboner le secteur maritime. On voit que tout ce qui est optimisation des routes de navires, ça se fait par du numérique. Le choix de l'anticipation de la météorologie pour éviter les vents, etc. Le choix comment dirais-je, des ports de débarquement pour optimiser en fait tous les flux. Tout ça, c'est du numérique et qui permet, disons, de diminuer l'empreinte écologique de nos systèmes de transport. Merci beaucoup. Dans un article que je vous invite à lire dans la revue, Charles Guénois fait référence à la figure du corsaire numérique. Julia, en quoi cette image éclaire-t-elle les nouvelles conflictualités hybrides en mer? Je vais être très brève, promis. D'une part parce que ce n'est pas mon article, et d'autre part parce qu'effectivement le temps tourne. Oui, peut-être pour évoquer cet article de Charles qui fait référence au Corsair parce que certaines grandes entreprises de la tech, ou en tout cas certains de leurs dirigeants, ont une vision du monde qui peut être considérée comme post-étatique. Ils vont considérer que les acteurs étatiques doivent avoir un champ d'action restreint, et donc il essaye de comparer ces grandes entreprises du numérique, certaines de ces grandes entreprises du numérique en tout cas, avec des grandes entreprises qui ont auparavant, dans le maritime, été structurantes, comme la Compagnie française des Indes orientales, qui avait le droit de monopole commercial, de propriété de terre, le droit de battre monnaie ou de s'armer. Et aujourd'hui, Amazon a des comptoirs partout autour du monde, avec des entrepôts gigantesques et une capacité d'action en termes logistiques assez enfin, indépassable. Facebook a pensé à mettre en place une monnaie. Donc il y a quand même des grandes entreprises du numérique qui ne sont souvent pas françaises ou européennes et qui ont des capacités, on a évoqué Starlink tout à l'heure, donc qui ont des capacités qui dépassent parfois des capacités d'ordre privé et qui vont se rapprocher de capacités étatiques et régaliennes. Et cette question donc du corsaire numérique, c'est la question de la relation entre les États et ces grandes entreprises des données, finalement, de la question que posent les investissements massifs de certains États dans le développement de l'intelligence artificielle, les programmes chinois, les programmes américains. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup aujourd'hui d'enjeux qui se jouent sur la relation et la stratégie que l'État va mettre en place vis-à-vis de ces grandes entreprises, mais aussi de questions comme la muraille numérique de la Chine, le rapport à l'Internet et à la tech que peuvent avoir des stratégies d'État. Et Charles pose la question de la pertinence des stratégies navales et de stratégies finalement militaires dans cette relation entre l'État et les grandes entreprises de la tech, notamment avec la question de la guerre totale, la stratégie totale qui est associée, et puis la question de la guerre hors limite. Donc aujourd'hui, ce sont des questions de stratégie militaire qui peuvent avoir des principes qui sont intéressants dans la mise en place d'une relation, je dirais, renouvelée ou en tout cas un peu différente entre les États et les acteurs de la tech pour renforcer cette puissance numérique maritime dont on a beaucoup parlé. Et donc, la figure du corsaire, c'est une figure assez emblématique de la relation entre des entreprises privées, ou en tout cas des acteurs privés, et des États dans le contrôle des espaces maritimes. Amiral, avec les IA, ce ne sont plus seulement les données brutes qui comptent, mais la manière dont elles sont interprétées. Est-ce que vous pensez qu'on risque de perdre la main sur ce qui fait vérité en mer? Et comment, selon vous, éviter ces dérives? Bon, très rapidement, le sujet, en fait, il est de deux niveaux. Il est la maîtrise de nos données, on en a largement parlé. C'est-à-dire comment on garde la main sur nos données, parce que c'est nos données, c'est notre capital, mais parce que aussi c'est les données dont on a confiance, sur lesquelles on a confiance. Pour faire de l'IA, il faut avoir des sets de données, du big data, on appelle ça comme on veut. Et si on commence à entraîner des algos d'IA sur des données qu'on ne maîtrise pas, on prend un risque. Donc il y a d'abord à être en mesure de maîtriser la donnée sur laquelle on va faire travailler de l'IA. Donc, c'est tout le sujet en fait, des infrastructures de la donnée. On parle beaucoup de cloud de confiance. L'ANSSI a donné des stempels aujourd'hui pour permettre à des acteurs de stocker de la donnée dans des conditions dites de confiance. Vous verrez qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de solutions qui ne passent pas par un moment ou un autre par des solutions un peu américaines, hybrides américaines. Donc, ça pose des questions. Or, pour nous, typiquement la défense, le sujet de la donnée secrète sur laquelle on voudrait faire travailler de l'IA, est devant nous parce que finalement, le stockage de ces données secrètes
qu'on ne va pas confier à un autre, est posée. Ensuite, et bien sûr, il y a bien l'IA, comment on l'a entraîné. Je veux dire, ChatGPT, tout le monde connaît l'histoire, hein. D'ailleurs, si ChatGPT est en français, c'est parce que la BNF avait numérisé toute la bibliothèque de la BNF, ce qui fait qu'en fait, elle a pu s'entraîner dès le départ sur du langage français, ce qui fait qu'elle parle français. Mais surtout, c'était sur Wikipédia avec les biais des données liées à Wikipédia. Donc en fait, ce sujet-là de ChatGPT est directement posé pour les IA qu'on va faire travailler. Alors on parle de LLM d'à côté. Demain, on sait qu'on aura ce qu'on appelle des large action models, qui sont ceux qui vont nous intéresser, parce que c'est l'IA qui va rendre les systèmes complètement, c'est les agents aujourd'hui d'IA qui arrivent, et on reviendra toujours à la question de sur quelles données ça a été entraîné, ça a été généré. Et donc, on en revient au sujet de la confiance dans les données. La confiance dans l'IA, on le traite quand même déjà en partie côté défense, puisque depuis 1 an, vole une agence qui s'appelle l'Agence ministérielle de l'IA de défense, qui est l'AMIAD. Ça monte très vite en puissance. C'est 300 personnes à terme, 50 personnes sur le site Alix, hein, à Polytechnique, pour faire de la recherche fondamentale, et puis 250 personnes du côté de Rennes. Et là, ce sont à la fois des scientifiques qui vont créer des modèles d'IA, qui vont aussi surtout certifier en fait les IA. Parce qu'en fait, on rentre dans un monde où globalement, l'IA est tirée par ce qu'on appelle les cas d'usage, et les cas d'usage, ils sont sans limite. Et en fait, on s'aperçoit qu'on ne parle pas d'une IA, on parle des IA spécifiques, adaptées à notre besoin. On voit, nous, germer de plus en plus de petites boîtes qui proposent des IA dites de défense. Il y a même une fédération qui est en train de se mettre en place, de plein de boîtes qui se fédèrent. C'est la FIADS qui crée aujourd'hui un écosystème pour pouvoir avoir une masse critique suffisante pour pouvoir vivre face à de gros acteurs comme les Thales et autres qui eux-mêmes font l'IA. Donc il y a tous ces écosystèmes qui explosent entre des purs players de la donnée, ceux qui rentrent par le business de la donnée et l'IA, et puis des acteurs historiques de la BITD qu'on connaît. Et en fait, tout l'enjeu, notamment de l'AMIAD et des différentes structures de l'IA, nous avons dans la marine une structure de l'IA dédiée à ça, c'est comment on va faire nous-mêmes des choses, notre IA qu'on développe nous-mêmes, comment on va faire, et donc comment on établit un lien de confiance avec les acteurs à qui on confiera la capacité à faire de l'IA, puis il y a ce qu'on appelle le faire avec, c'est-à-dire à la fois ces acteurs et nous, ensemble, on travaille ces choses-là. Et aujourd'hui, ces choses-là sont bien posées sur la table. L'écosystème est par définition en fait hyper dynamique. Et la question, c'est comment on va là aussi avoir une gouvernance intelligente pour tout ça, pour qu'à la fin, cette IA puisse produire effectivement tous les cas d'usage et honorer tous les cas d'usage qui sont encore une fois un peu sans limite, hein. C'est tous les métiers ont des cas d'usage appliqués à l'IA. Merci beaucoup. Pardon, merci beaucoup. Et pour terminer, Victoria Hauser, je me retourne vers vous. Donc, certains outils comme l'IA génératif créent une forme d'uniformisation des représentations tout en ouvrant de nouvelles surfaces d'attaque. Quel risque cela pose-t-il, selon vous, pour l'autonomie des acteurs maritimes? Alors, dans une sphère plutôt civile, l'utilisation de l'IA générative soulève quand même beaucoup de questions. Pas vraiment sur comment faire de l'IA, comme on vient de le voir, mais plutôt sur comment utiliser l'IA avec un encadrement, une éducation autour de cette utilisation pour des personnels civils qui seraient moins éduqués à la culture du secret ou autre. Et effectivement, les IA génératives permettent aujourd'hui de créer des ressources à haute valeur ajoutée, du son, de la vidéo et tout un tas de ressources qui peuvent être très utiles et en un temps record et qui sont même parfois tellement appréciés par les utilisateurs de ces IA que cela en devient viral et que ça crée des mouvements. On l'a vu notamment avec les images générées par ChatGPT en rapport avec les studios Ghibli et des représentations de mangas, de photos transformées qui étaient téléchargées dans l'application et qui a posé au passage quelques petites questions de propriété intellectuelle. C'est parfois une généralisation de ces usages qu'il faut être amené à vouloir encadrer pour, à mon sens, limiter les risques de manipulation cognitive qu'il peut y avoir sur ces outils quand ils sont non maîtrisés, c'est-à-dire quand nous n'en sommes pas propriétaires, ou quand nous les utilisons à titre gratuit, car il y a toujours une contrepartie
à l'utilisation gratuite de ces outils. Et notamment quand il s'agit d'outils étrangers ou autres, on leur confie nos données en utilisant l'outil gratuitement. Et souvent, c'est écrit malheureusement en petits caractères dans les conditions générales d'utilisation ou autres, mais c'est malheureusement aussi comme ça qu'on fait circuler de l'information. Euh, on a beaucoup d'IA génératives qui sont interconnectées avec des outils des GAFAM, des réseaux sociaux, des plateformes comme Amazon, etc., etc. Le risque auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que nos utilisateurs soient profilés par les prompts qu'ils pourraient réaliser, les générations qu'ils pourraient réaliser aussi, et puis leur mode de consommation, les recherches qu'ils effectuent, etc. Et que ces informations soient utilisées à des fins de manipulation. Si on ne les encadre pas correctement et qu'on n'a pas une confiance dans ces intelligences artificielles, notamment par la capacité de faire du filtrage algorithmique, euh, voire de pousser des moyens de propagande ou alors d'orienter l'opinion par la production de contenu qui aurait été choisi en amont par ces plateformes pour répondre à un besoin, qu'il soit étatique, idéologique ou autre, ou encore un risque de désinformation avec l'émergence de deepfakes qu'on retrouve de plus en plus réalistes, voire même pour certains l'exploitation de vulnérabilités émotionnelles, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, certaines IA sont en capacité d'identifier quelles sont les émotions de la personne qui rédige un prompt. Et donc, c'est bien là-dessus qu'il faut qu'on soit en capacité euh, de délimiter ces risques, de créer des doctrines qui soient partageables et qui permettent d'éduquer les populations à ces différents risques quand on n'est pas forcément dans une sphère très encadrée comme celle du secret ou autre. Merci beaucoup, Victoria. On arrive à la fin du temps qui nous était imparti. Je vais juste proposer aux panélistes de rebondir ou de réagir s'ils le souhaitent avant qu'on conclue. Mais Moi, je veux juste rajouter des conseils de lecture, si je peux me permettre. Parce qu'en fait, pratique, pour élargir un peu le sujet du maritime, moi, j'ai été édifié par quelques livres récents, pas plus ou moins récents. Et je pense que celui qui est le plus récent, c'est celui d'Asma Mala sur technopolitique, qui explique le lien entre les big state et les big tech. Je pense que ça vaut le coup de le lire parce que ça comprend en fait aujourd'hui tout ce que ça veut dire aujourd'hui, la manipulation en fait des cerveaux qui est en jeu derrière tous ces sujets de données, d'IA et voilà. Et que derrière, il ne faut pas se leurrer, indépendant au-delà du maritime, il y a un vrai sujet de fond depuis 20 ans qui s'opère, notamment tiré par les GAFAM. Le deuxième livre, c'est L'heure des prédateurs, je ne sais pas si vous l'avez lu, de Giorgio Dampoli. Parce qu'en fait, lui-même dit, il parle des Borgiens, et dans les Borgiens, il dit ils ne peuvent exister aujourd'hui, les Borgiens, comme ils les appellent, c'est-à-dire genre, ceux qui veulent s'imposer par la force, c'est parce qu'il y a la tech qui suit derrière. Et que toute la menace, toute la question de ce qu'on appelle la guerre hybride, qui consiste en fait à prendre, à venir manipuler les démocraties d'un côté, venir. Bon, c'est grâce en fait à tous ces sujets de données et d'IA qui montent en puissance depuis 20 ans et qui font qu'aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs l'utilisent. Voilà. Un mot très rapide pour mentionner déjà deux autres axes qui n'ont pas été abordés lors de cette conférence, mais qui sont traités dans la revue. Le premier, c'est la matérialité de toutes ces ressources immatérielles, donc les câbles, les data centers, les infrastructures et la fragilité ou les failles que peuvent représenter ces infrastructures pour des puissances. Et le deuxième grand thème, c'est finalement toutes ces données environnementales, que ce soit au-dessus de l'eau ou sous l'eau, et la manière dont sont structurées des approches, des ponts entre ces données environnementales et des données de navigation ou de commerce. Et puis, un dernier point, simplement très personnel, on l'a beaucoup abordé, mais cette question des données et cette question de la supériorité informationnelle, elle est en fait liée à la question du savoir. Et aujourd'hui, dans un monde où le savoir, il va être de plus en plus compliqué d'en connaître les sources et d'en connaître la fiabilité, euh, à titre personnel, je me sens investi d'une mission qui est d'autant plus importante dans le fait de rassembler des experts autour d'une question, parce que
dans quelques années, peut-être que si on se repose un peu trop sur l'IA, on aura l'impression de savoir alors qu'en fait, on ne sait pas. Merci. Merci Julia pour ces mots de la fin. Donc malheureusement, on va pas avoir le temps pour les questions-réponses, mais si vous le souhaitez, je vous invite à venir discuter rapidement avec les panélistes. Je tenais d'ailleurs à remercier les différentes personnes qui sont présentes ce soir, à la fois à cette table ronde et celles qui sont venues à l'IRIS et celles qui sont présentes en visio, ainsi que Julia pour ce magnifique dossier. Euh, je vous invite évidemment pour compléter toute cette discussion à vous procurer cette très belle et passionnante revue qui, je le répète, est disponible à la sortie et que vous pouvez retrouver en ligne sur le site de l'IRIS. Euh, et si vous êtes intéressé par les enjeux maritimes, n'hésitez pas à suivre les travaux du programme Océan qui est dirigé par Julia également. Je pense que ça promet d'être très intéressant à la fois sur les données et sur d'autres sujets également. Merci à tous. Et je te laisse faire. Il va y avoir la conférence sur les océans la semaine prochaine à Nice. Voilà, c'était tout. Bonne soirée.